voudrais commencer par remercier le Centre d'Alembert et Julien Gargani pour son invitation. Donc je m'appelle Bruno Romani. Je vais rapidement un petit peu vous proposer le plan suivant de mon intervention, quelques mots de présentation pour vous dire un tout petit peu d'où je parle, qui je suis. Donc très rapidement, quelques mots de présentation pour vous dire d'où je parle, parce que je pense que c'est important de préciser les choses. Ma présentation sera orientée en deux grands moments, en fait, pas forcément très grands en durée. Je vais essayer d'être le plus bref possible et de tenir vraiment les délais. Je voudrais d'abord vous parler des enjeux vus par un économiste qui apparaissent avec les notions de commun et de patrimoine, notamment dans le domaine de la gestion des ressources naturelles. Voir un petit peu comment les économistes se sont emparés de ces notions qui sont des notions pluridisciplinaires et communes à pas mal de disciplines. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai plus globalement de l'eau en Méditerranée, de l'eau des Méditerranéens, pour justement insister sur le fait que cette ressource en eau est quelque chose d'un petit peu hybride entre des dimensions qui relèvent du marché. L'eau est aujourd'hui payante, beaucoup de débats pour savoir si l'eau est un bien marchand comme les autres. On se pose le même genre de questions pour l'alimentation, pour pas mal de biens essentiels. Et en même temps, l'eau, à travers les différents éléments que je vous montrerai, est bien entendu un bien commun, un bien partagé, ce qui ne veut pas dire que tout le monde peut en faire n'importe quoi, et en même temps un patrimoine que l'on cherche à transmettre aux générations futures. Et nous verrons que cette hybridation de l'eau qui peut être vue sous différents angles se fait sous la pression des changements globaux. D'une part, tout ce qui relève de l'économie, de la mondialisation, des échanges, de la démographie, et puis pas mal aussi du changement climatique et des problématiques de biodiversité. Et si j'ai un tout petit peu de temps, je voudrais vous parler d'un projet de recherche-action sur les terrasses, les cultures en terrasse de la Méditerranée, qui est un projet qui est en cours et qui devrait être financé par la Fondation de France. C'est quasiment fait. Je suis directeur de recherche à l'IRD, je suis économiste des ressources renouvelables, c'est-à-dire que je ne m'intéresse ni au pétrole ni aux minerais, je m'intéresse aux vivants. J'ai commencé ma carrière en travaillant sur le domaine de la gestion des pêches en Afrique de l'Ouest, essentiellement en Côte d'Ivoire, et avec pas mal de missions dans différents pays d'Afrique de l'Ouest, au Gabon, également au Mozambique, de l'autre côté. Les problématiques à ce moment-là étaient plutôt dans le montage d'observatoires des pêches et d'analyse justement des enjeux autour des filières de la pêche. Et puis j'ai poursuivi ma carrière en me dirigeant sur la Méditerranée, qui est devenue mon terrain, le Maghreb notamment, mon terrain de prédilection depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé à travailler en Tunisie sur des problématiques liées à l'eau et à la désertification, autour de problématiques en termes de concurrence intersectorielle, notamment des enjeux autour de l'accaparement de l'eau par le secteur touristique dans l'île de Djerba et toutes les difficultés que ça posait au niveau territorial. Et puis j'ai travaillé ensuite au Maroc. J'ai commencé à travailler sur les mêmes types de problématiques, c'est-à-dire la gestion collective des ressources en eau à une échelle locale, en lien avec les politiques publiques. Et puis, j'ai diversifié mes approches. J'ai travaillé pas mal sur les problématiques de gestion des forêts, des espaces de pâturage également. Et puis, sur tout ce qui est utilisation justement du patrimoine pour valoriser des biens, ce qu'on appelle les approches patrimoniales, qui ont permis justement, en tout cas qui sont censées permettre à certains territoires de valoriser leur spécificité locale. L'idée étant que, en gros, aujourd'hui, vous avez deux modèles de production. Soit vous faites comme les Chinois, vous produisez beaucoup à très bas coût, des produits génériques que tout le monde va acheter. Et là-dessus, a priori, peu de territoires sont aussi compétitifs que la Chine et l'Asie, globalement, compte tenu du coût de la main-d'œuvre et du niveau technologique. Soit vous faites d'autres choix, vous essayez de valoriser ce qui vous est spécifique, ce qui ne peut être produit ailleurs de la même manière. Donc des produits de terroir, des choses effectivement qui sont peut-être moins de valeur ajoutée que des batteries électriques, mais qui sont intéressantes parce que justement, on ne peut pas les délocaliser, on ne peut pas les produire ailleurs. Et cette richesse, normalement, elle est censée rester sur le territoire et c'est un des enjeux importants. Donc, juste pour vous dire aussi, donc j'ai co-dirigé
À l'IRD, on a mis en place depuis presque une quinzaine d'années maintenant un système qui marche assez bien, qu'on appelle des laboratoires mixtes internationaux, qui sont nés un petit peu du constat que la recherche sous contrat type ANR, Union européenne, au bout de 2-3 ans, les équipes se constituent, forment des consortiums, répondent à des appels à projets, font des choses super, et puis tout le monde repart sur son chemin, faire un petit peu ce qu'il veut. Et donc vis-à-vis de nos partenaires, la spécificité de l'IRD, c'est de mener une recherche en partenariat au sud, dans les pays en développement. L'idée, c'était de faire un partenariat à la fois équilibré et un partenariat pérenne. Et donc, on a constitué ces laboratoires mixtes internationaux qui sont basés dans les pays du Sud. Et moi, j'ai co-dirigé le premier laboratoire qui a été créé dans le domaine des sciences humaines et sociales sur la problématique du développement rural des arrière-pays méditerranéens, notamment autour de la question des terroirs. Ce laboratoire était basé au Maroc avec une antenne à Rabat, une autre à Marrakech et une autre antenne en Tunisie, et associé des équipes françaises et du Maghreb sur ces questions de développement à long terme et durable des territoires. Tout ça pour vous donner une petite définition rapide, mais je ne vais pas m'appesantir, de ce qu'est un terroir, mais ça m'a semblé intéressant parce que finalement, on va retrouver pas mal de notions que je vais évoquer autour des communs et du patrimoine. C'est la définition qui a été faite par un groupe de travail de l'INAO. Vous savez, l'INAO, c'est cet institut qui est chargé de donner les indications géographiques protégées, notamment, qui sont des vrais enjeux économiques autour de produits comme le vin, le fromage, qui sont un peu les fleurons de notre agriculture et de notre industrie agroalimentaire. Et donc, ce groupe de travail INAO-INRA a proposé cette définition qui me semble intéressante des terroirs, où ce qui est mis en avant, c'est l'histoire d'un espace. On a un espace géographique délimité, on a une communauté humaine, donc on verra que ces notions d'espace et de communauté humaine sont très importantes pour à la fois l'approche par les communs et l'approche par les patrimoines. Autour de ces communautés humaines, il y a la construction dans le temps, dans l'histoire, d'un savoir intellectuel, collectif, tourné plutôt vers la production. Ce savoir, il est fondé sur un système d'interaction entre, d'une part, un milieu physique, biologique et des acteurs humains. On est vraiment dans une vision où on a un mélange, ou en tout cas une dynamique de coévolution de ces deux aspects. Tout ça se traduit par des itinéraires socio-techniques, des façons de fabriquer les choses, de produire les biens en question. Et ces itinéraires révèlent une originalité, une typicité, une réputation qui font que nos produits de terroir aujourd'hui rapportent des millions d'euros aux agriculteurs et aux gens qui vendent ces produits-là. Donc moi je suis économiste, et l'économie, malgré les apparences, c'est une discipline extrêmement diversifiée, avec énormément d'écoles de pensée, et vraiment une discipline où très peu de gens finalement sont d'accord les uns avec les autres, même si aujourd'hui beaucoup de débats sont écrasés par ce qu'on appelle l'économie du marché, l'économie dominante, l'économie libérale, néoclassique, on peut l'appeler un petit peu comme on veut. Je voulais, à travers cette diapositive, vous montrer un petit peu justement la diversité des approches en termes d'économie. Vous avez quelqu'un comme Jean Tirole, qui est un de nos rares prix Nobel français, qui incarne vraiment cette économie de marché. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais M. Tirole s'était opposé à ce que les économistes proposent une deuxième section au CNU, parce que justement, il craignait que, en tout cas, la section de sciences économiques ne fasse que privilégier les gens qui sont dans le mainstream, dans l'économie de marché. Ils avaient pas mal de statistiques qui montraient tout ça, que vous ne pouviez passer prof que si vous faisiez de l'économie marchande et théorique et modélisée. Et donc, ils se sont heurtés à Jean Tirole, qui a écrit à la ministre de l'époque, Madame Fioraso, je crois, une lettre où il disait tout le mal qu'il pensait de ce projet de deuxième section en économie, en disant que de toute façon, l'économie était assez grande pour faire valoir la diversité académique en son sein. Mais visiblement, les économistes n'étaient pas tout à fait d'accord avec cette idée-là. Donc M. Tirole a écrit un magnifique bouquin qui s'appelle « L'économie du bien commun », où le bien commun, finalement, est vraiment défini par une logique extrêmement de marché qui est derrière tout ça. Et vous voyez qu'on lui a répondu à un ouvrage de M. Correa, qui est un économiste basé sur Paris, Benjamin Correa, autour du climat, parce que Tirole, notamment, est un des grands porteurs de la taxation du carbone, de l'idée qu'il faut mettre un prix sur le carbone, qui n'est pas forcément une mauvaise idée, mais qui soulève beaucoup de débats. Et on a vu avec les Gilets jaunes qu'augmenter un petit peu le prix de l'essence, c'était assez compliqué, en tout cas pour une bonne partie de la population. Donc vous avez une grande diversité d'économistes, des économistes pro-marché, des économistes anti-marché, des économistes plus ou moins idéologiques, des économistes qui sont même contre la croissance, sachant que la croissance est quand même le totem des économistes, même si on veut qu'elle soit durable. Et puis vous avez cette formule de Kenneth Boulding, qui est quelqu'un de très intéressant, qui a écrit dans les années 70 les premiers papiers où il comparait justement la Terre à un vaisseau spatial.
en disant qu'on a des réservoirs limités, hein, qu'on se balade dans l'espace, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et il disait finalement, il y a deux personnes qui pensent qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini, soit un fou, soit un économiste. Donc les économistes aiment bien se tirer des balles dans les jambes, mais je trouvais que cette phrase aussi assez intéressante pour montrer justement la diversité, quelque part aussi d'une forme d'entêtement idéologique à défendre une croissance, même quand les éléments biophysiques nous montrent que cette croissance, on n'y arrivera pas. Malgré la technologie, malgré les substitutions, malgré beaucoup de choses, ça va être compliqué. Je voudrais aussi inscrire mon propos dans une réflexion transdisciplinaire à travers cette citation d'un autre économiste, Laurent Éloi, qui est assez éloigné des pensées de Jean Tirole. Simplement, ce qu'il faut retenir de cette citation, c'est que on a d'un côté des sciences de l'environnement, qui regroupent les sciences de la vie de la Terre, beaucoup de disciplines, qui ont fait des progrès considérables aujourd'hui et qui finalement nous alertent de plus en plus sur les enjeux et les limites de notre planète et les limites des phénomènes anthropiques liés à la mobilisation des ressources. Mais ces sciences de la nature, elles n'ont pas les clés, elles n'ont pas les moyens de dire comment ils font transformer la société, justement pour que les comportements économiques, les comportements des humains changent. Et donc, Laurent Éloi dit vraiment d'une façon un petit peu provocatrice, ce que même certaines sciences sociales réfutent, c'est-à-dire que les humanités, les sciences humaines et sociales, en matière d'environnement, finalement détiendraient la clé aux solutions de problèmes qui sont révélés par les sciences exactes, c'est les sciences dures, en sachant que l'économie n'est pas tout à fait une science exacte. Et donc c'est vraiment avec un dialogue pluridisciplinaire très ouvert, notamment entre les sciences de l'environnement, l'écologie et toutes les sciences géologiques, etc., les sciences de la vie de la Terre, et l'ensemble des sciences humaines, pas que l'économie, l'anthropologie, la sociologie, la géographie, la démographie, que l'on pourrait peut-être justement essayer de sortir d'une vision où finalement l'écologie va devenir une sorte de science, certes de plus en plus exacte, mais une science de la contemplation des désastres. Et on aurait plutôt les leviers d'action de l'autre côté, c'est-à-dire de la partie sciences humaines, de la partie économique, ce qui soulève beaucoup de débats. Et je vous laisse deviner mon opinion là-dessus, mais il y a beaucoup de choses à débattre sur cette question-là. J'en arrive à la notion de bien commun, qui est le premier élément un petit peu conceptuel que je voulais aborder dans cette présentation. On a cette idée que c'est une notion ancienne, mais qui n'a pas beaucoup intéressé les économistes, jusqu'à ce qu'elle soit caricaturée, je dirais, par un biologiste qui s'appelle Garrett Hardin, qui a sorti dans Science en 1968 un papier qui est un des plus cités probablement dans la littérature dans les questions environnementales aujourd'hui, qui s'appelait The Tragedy of the Commons. Et Garrett Hardin se servait de la métaphore d'un pré. Vous savez que les communaux, traditionnellement, ça a vraiment été, en tout cas leur enclosure, leur privatisation a été à la base du capitalisme, du point de vue historique. Les communaux, au départ, c'était on va partir de l'Angleterre, vous avez des landlords, des propriétaires fonciers qui avaient des terres autour de leur château, sur lesquels, bien entendu, ils avaient absolument tous les droits, mais ils laissaient aux populations des droits de vaine pâture, c'est-à-dire qu'une fois que ça avait été récolté, les gens pouvaient laisser aller leurs troupeaux dessus, puis un certain nombre de droits, récolter le bois, etc. Vers le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, au moment du début de la révolution industrielle, on a enclos ces fameux terrains communaux, ces fameux commons, ces fameux pâturages communaux ont été refermés, donc interdits, et au lieu d'avoir besoin de 10, 15, 20 bergers pour soulever des troupeaux, vous n'aviez besoin plus que d'un seul berger, tout étant fermé. Et donc vous retrouvez avec toute une masse de prolétaires ruraux qui se retrouvaient sans accès au foncier, et qui ont dû quitter les campagnes pour aller travailler dans les grandes manufactures des villes anglaises qui faisaient le coton, qui faisaient le charbon, etc., etc. Et donc la révolution industrielle est partie de ce processus d'enclosure des communs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur les communs, on réfléchit justement à une nouvelle forme de privatisation de ces communs, autour par exemple de la question des vaccins. On en a parlé pas très longtemps avec le Covid, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé autour de ce vaccin Covid. Alors qu'on aurait pu très bien imaginer au moins que ce soit un bien collectif à l'échelle de l'Union européenne, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc ce papier de Garrett Hardin a été à la base de toute une vision justement des problématiques en matière d'environnement, où ce qui était pointé du doigt, c'était justement le caractère commun des ressources. À partir du moment où les ressources étaient communes, sous-entendu
pour ces auteurs-là en accès libre, non appropriées, elles étaient forcément dilapidées, elles étaient forcément surexploitées. Et donc la solution, c'était d'avoir un propriétaire unique. Que ce propriétaire unique soit l'État, d'un côté, ou un propriétaire privé. Donc on revenait sur une forme d'appropriation extrêmement forte. Et donc cette thèse d'Harding en 68, ce papier a soulevé énormément de réactions, notamment de la part de gens qui ont dit bah non, les communs, d'abord, c'est pas du tout ce qui est décrit dans le papier d'Harding, c'est pas de l'accès libre, c'est pas une absence de propriété, c'est très très codifié. Il y a des ayants droit, il y a des gens dedans, il y a des gens dehors. Et donc, c'est pas du tout cet aspect-là sur lequel il faut mettre les choses. Donc cette redécouverte des communs, elle est aussi venue dans un contexte de remise en cause assez forte des interventions de l'État. On est dans les années 80 à ce moment-là, Thatcher, Reagan au pouvoir, etc. Des gens qui ont vraiment lancé la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui et commencé à dire que l'État devait se désengager de pas mal de ses activités. Ça a donné lieu à ce qu'on appelait les programmes d'ajustement structurel dans les pays africains, où on a demandé à l'État de sortir de beaucoup d'activités productives qui étaient soutenues jusqu'à présent. Et puis dans un deuxième temps, à partir des années 2000, tout un processus aussi de critique justement de ces politiques de marchandisation des ressources, de privatisation de ressources aussi importantes, avec la mise en place par exemple de marchés de droits de l'eau en Australie, au Chili, aux USA, où les gens en fait achètent en gros des droits d'eau et les revendent sur des marchés au plus offrant. Donc vous avez des gens qui spéculent sur une ressource aussi indispensable que l'eau, et beaucoup d'éleveurs qui sont obligés de mettre la clé sous la porte. Vous avez pas mal de reportages qui ont raconté ce qui se passait en Australie autour de tout ça. Ce qui est embêtant avec cette notion de commun, c'est un petit peu un flou structurel autour de ce terme. Donc on ne sait pas trop bien comment le définir, c'est assez contextualisé. On sait que c'est tout sauf une appropriation privée ou une appropriation individuelle, donc on peut le définir par la négative. On a des communs traditionnellement qui sont des communs matériels sur lesquels on a commencé beaucoup à travailler, à étudier, donc des pêcheries, des systèmes de partage de l'eau d'irrigation, de forêts partagées, etc. Et puis aujourd'hui, de plus en plus de communs immatériels autour de la connaissance, notamment autour des systèmes de logiciels Creative Commons, ce genre de réflexion. Et ce qui ressort finalement de ces communs, c'est qu'on a une ressource délimitée, appropriée par une communauté qui aurait la capacité de gouverner cette ressource. Et donc on arrive sur des concepts assez intéressants de ressources en accès partagé, qui peuvent aller sur des choses assez concrètes, sans aller sur l'eau, le covoiturage, pour être perçu sous cet angle-là. Vous avez un économiste, qui n'est pas un économiste complètement marxiste, Gaël Giraud, qui était le patron de l'AFD. Je ne sais pas si vous connaissez l'AFD, l'Agence française de développement. C'était le chef économiste à l'AFD. Il se trouve qu'à côté de ça, c'est quelqu'un aussi qui a des convictions religieuses. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur cette histoire de commun et qui a fait beaucoup justement pour que l'Agence française de développement s'empare de cette problématique. Et pour lui, il dit finalement, ce n'est pas les ressources qui comptent dans le commun, ce n'est pas tant les règles ni la communauté qui sont vraiment les points clés, c'est cette histoire de geste politique. Finalement, ce qui est constitutif d'un commun, c'est une volonté politique d'un collectif qui, en son sein, est capable d'ériger ou de faire apparaître un certain nombre de règles qui permettent justement de garantir la durabilité de ce commun. Et donc je crois que cette notion de geste politique d'un collectif, c'est quelque chose d'assez important, qui renvoie vraiment à la dimension fondamentale du commun, au-delà des aspects techniques. C'est vraiment une volonté politique de faire quelque chose ensemble, pour protéger quelque chose, en tout cas dans un but, dans une vision partagée du futur. Et c'est un petit peu ce qu'on nous demande aujourd'hui par rapport aux problématiques de changement climatique. Donc Gaël Giraud explique bien qu'il n'y a pas de commun par essence, il n'y a pas des choses qui sont naturellement collectives ou des choses qui sont naturellement privées. C'est quelque chose qui est porté par des institutions et c'est la construction de ces institutions qui est vraiment déterminante pour défendre ces communs. Donc on a en gros un triptyque qui permet d'y voir clair dans cette affaire de commun. D'un côté des institutions qui élaborent des règles, une communauté qui va prendre la décision politique de les promouvoir ces règles et de s'y tenir, sachant que dans beaucoup de pays, dans beaucoup de modes de gestion anciens, justement, c'est la capacité de ces règles à évoluer qui est intéressante dans les communs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une administration qui vous dit vous avez le droit de prélever tant d'eau sur une période donnée, dans les systèmes plus traditionnels, les gens vont dire en période de sécheresse, effectivement, il va falloir qu'on réduise, et en période d'abondance, on peut en prendre plus. Donc il y a une idée de subsidiarité, quelque part, de ce qu'on appelle un principe de subsidiarité, c'est-à-dire que quand vous gérez les ressources au plus près du territoire, au plus près des usagers, vous pouvez adapter des règles de façon relativement flexible aux aléas du climat, alors que quand on a une gestion centralisée, jacobine, ministérielle, comme on sait si bien la faire chez nous, c'est un petit peu compliqué d'avoir des choses un petit peu délicates adaptées aux uns et aux autres.
Donc le commun, c'est un construit institutionnel, adaptatif, en constante évolution, et c'est l'évolution qui lui permet justement de disparaître tragiquement, comme le craignait Garrett Hardin. Là, j'essaie de vous illustrer, donc il y a beaucoup de littérature. Là, j'ai pris quasiment que des choses francophones. Vous avez l'ouvrage vraiment important d'Elinor Ostrom, publié en 1990, qui n'a été traduit en français que quand elle a eu le prix Nobel. Donc non seulement ça a été la première femme à avoir eu le prix Nobel en économie, vous savez que ce n'est pas un vrai prix Nobel qu'ont les économistes, c'est un prix Nobel entre guillemets, c'est celui de la Banque de Suède. Et puis Elinor Ostrom a eu son prix Nobel en 2009, juste après la crise des subprimes en 2008, pardon, et on sentait que l'institution Nobel avait besoin de redonner un peu d'espoir aux gens, parce que jusqu'à présent, c'était que des économistes assez classiques qui faisaient de la finance, qui faisaient des choses très habituelles qui étaient mises en avant, sachant qu'Elinor Ostrom, aux États-Unis, n'est pas considérée comme une économiste, mais est considérée comme quelqu'un qui fait de la Sciences Po. Donc voilà, on a des frontières qui visiblement sont moins étanches de l'autre côté de l'Atlantique que chez nous. Donc beaucoup de bouquins, une grande, là c'est que les bouquins, mais une énorme quantité de publications sur ces communs qui a vraiment augmenté dans les années 90, 2000, 2010 avec des bouquins qui ont soulevé pas mal de débats comme celui de Dardot-Laval, qui sont plutôt des auteurs qui se revendiquent d'une approche marxiste. Et puis un dictionnaire aussi, auquel j'ai un petit peu eu l'occasion de contribuer, mais beaucoup de gens, qui est assez intéressant. Et puis pas mal de choses, mais je n'ai pas le temps de vous en dire plus. Donc une figure de proue un petit peu de ce courant, qu'en anglais on appelle le courant des Common Pool Resources, une traduction comme une autre, et également autour de ce qu'on appelle l'école de Bloomington. Bloomington, c'est l'université d'Indiana, c'était l'université d'Elinor Ostrom, qui est donc un petit peu la figure emblématique de ce courant, notamment depuis qu'elle a reçu ce fameux prix Nobel avec Williamson. On ne lui a pas donné toute seule quand même. Qui est un économiste qui a beaucoup travaillé sur la question de coûts de transaction et d'institutionnalisme. Donc ce qui est intéressant chez Ostrom, c'est vraiment cette idée de rejeter une vision un petit peu pessimiste des communaux. Et elle dit la véritable tragédie, c'est pas du tout celle des communs, c'est vraiment la tragédie qui est liée à l'absence d'appropriation. Effectivement, quand un bien n'appartient à personne, typiquement la haute mer, une fois que vous êtes au-delà de la zone des 12 miles, une fois que vous êtes au-delà de la zone économique exclusive, c'est le no man's land juridique, c'est le plus fort qui gagne. Donc un espace, une ressource non appropriée, typiquement des bancs de poissons dans la mer au-delà des zones appropriées par les États ou des zones où les États gèrent, eh ben, c'est le Far West, et même dans les zones des pays, notamment africains, qui n'ont pas les moyens de surveiller leurs côtes, c'est aussi le Far West parce que les gens viennent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Donc il y a cette idée de dire que c'est certes pas du tout la propriété commune qui est synonyme de surexploitation, mais c'est bien plutôt l'absence d'appropriation qui est problématique. Il y a cette idée aussi très importante de montrer qu'il y a une grande diversité de régimes de propriété. Il n'y a pas que d'un côté la propriété publique, la propriété privée, qui seraient deux catégories antinomiques. Vous avez entre les deux une multitude de formes d'appropriation, de droits d'usage, de droits précaires, de droits qui sont transmis, etc., selon les endroits, selon les communautés, selon les lieux. Et cette diversité justement de régimes d'appropriation des ressources est tout à fait centrale pour comprendre comment fonctionnent les mécanismes d'action collective. Un des petits points que l'on peut aussi... il y a beaucoup de critiques sur Ostrom, mais je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Elle a autant d'adorateurs que de pourfendeurs, cette dame qui est décédée. Elle est décédée en 2011, peu de temps après avoir eu son prix Nobel. Mais son mari est encore vivant, qui a été un peu son mentor et qui était vraiment un des grands auteurs en Sciences Po aux États-Unis à l'époque où il produisait encore quelque chose. Et donc cette idée de vouloir à tout prix rechercher un petit peu des cas d'études réussies, des success stories, chez Elinor Ostrom, on l'a un petit peu taxé justement de minimiser les problématiques en termes de conflits et de rapports de force au sein de ces communautés justement d'usagers. En anglais, on parle de stakeholders, de gens qui sont porteurs d'enjeux. Donc une sorte de vision un petit peu idyllique de la communauté permettant de résoudre tous les problèmes et une forme aussi de négation du conflit. Sachant que beaucoup de gens en sciences humaines et sociales vous disent que le conflit est utile, c'est le conflit qui permet d'avancer. Il ne s'agit pas à tout prix de chercher des consensus, regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale en ce moment. C'est dans l'expression des différentes voix et l'opposition de ces différentes opinions que quelque chose peut émerger. Alors bon, le 49.3 est une arme un peu délicate.
Ce qui est intéressant avec Ostrom, c'est justement qu'elle a essayé de formaliser beaucoup de choses. Elle a fait de la théorie des jeux, elle a beaucoup travaillé en termes d'économie expérimentale. Elle a travaillé aussi beaucoup sur ce qu'on appelle des systèmes multi-agents, des formes de petits robots qu'on dote de comportements au départ, qu'on fait évoluer bien entendu sur des ordinateurs avec leur comportement. Et on se rend compte que ces petits robots qui au départ ne fonctionnent qu'avec des règles bien définies, en les faisant interagir les uns avec les autres, même en ayant défini leurs règles d'interaction, on va avoir des phénomènes inattendus qui vont apparaître, ce qu'on appelle des problématiques d'émergence qu'on retrouve en informatique. Et donc l'idée d'Ostrom était justement de mettre en avant ce qu'elle appelle des design principles, et que finalement on a résumé dans la littérature comme étant les bons critères de réussite de l'action collective. Quels sont ces bons critères ? C'est à la fois quelque chose de très utile comme travail ce qu'elle a fait, et en même temps ça lui a été reproché, parce que à partir de cette liste de critères que je vais très rapidement vous montrer, les institutions internationales, la Banque mondiale, le FMI s'en sont emparés, on en fait des recettes de cuisine, ont vidé tout le sens scientifique qu'il y avait derrière ces critères et s'en sont servis de nouveaux modes d'emploi de la gouvernance des projets sur le terrain qui forcément devaient être participatifs. Donc les gens arrivent dans le bled, ils disent bon, vous avez besoin d'une route, vous êtes content, c'est ce que vous voulez, et ils repartent. Ils ont fait leur participatif et bon, en gros rien ne change. Les modes de fonctionnement des administrations sont toujours les mêmes dans nos pays et au sud, et il y a quand même beaucoup de difficultés. Et donc cette idée d'Ostrom était de partir justement de l'empirisme. Ça a été un des grands renversements de l'approche des communs chez Ostrom, c'est-à-dire l'économie jusqu'à présent faisait beaucoup de modèles, on lui reprochait justement son caractère complètement... en gros, pour beaucoup d'économistes, c'est pas grave si la réalité ne correspond pas au modèle, ce n'est pas forcément la problématique. En revanche, ce qu'ils aimeraient bien, c'est transformer la réalité pour qu'elle ressemble au modèle. Et donc, c'est une façon un petit peu à l'envers de prendre les choses. Elle est partie donc de toute une série d'études. Elle avait beaucoup de doctorants, toute une équipe autour de cette école de Bloomington, des dizaines de chercheurs, une force de frappe assez impressionnante. Et elle a essayé de faire ressortir des régularités, justement, qui permettaient d'identifier des choses qui faisaient que des systèmes étaient persistants dans le temps ou ne l'étaient pas. Donc vous avez cette liste de 8 critères, hein. Je ne vais vraiment pas tous les détailler, je vais juste zoomer sur 2-3 choses qu'on va retrouver, et vous les retrouvez un petit peu dans la première définition que je vous ai donnée du terroir. Hein. En fait, on est un peu dans le small is beautiful, hein, c'est-à-dire que pour que ça marche, il faut que les gens se connaissent, il faut qu'il y ait de l'interrelation, il faut qu'il y ait du social, et il faut que les choses soient de petite taille. Les communs globaux, à l'échelle planétaire, ça ne marche pas très bien. C'est compliqué, il faut de l'interrelation, et l'interrelation, ce n'est pas que des gens comme ceux qui nous regardent sur Zoom ou en visio, hein, il faut vraiment du lien humain, des échanges, de la réciprocité, de la confiance qui se crée, et ça prend du temps. Donc il faut vraiment des frontières qui soient clairement établies autour à la fois de la ressource et de la communauté, qui permet de dire qui a le droit de prélever de la ressource, qui a le droit de l'utiliser d'une certaine manière. Il faut aussi, alors ce qui est intéressant, c'est cette histoire de règles. Il faut que les règles, bien entendu, d'appropriation correspondent aux conditions locales et, bien entendu, aux conditions de renouvellement de la ressource. Vous n'allez pas du tout avoir les mêmes règles pour gérer une forêt qui a un pas de temps de renouvellement de l'ordre du siècle, par exemple, et pour gérer un stock de poissons où vous avez des effets de bloom, des populations qui peuvent émerger en quelques mois ou en quelques semaines. Donc il faut vraiment une adéquation. Et ces règles de gestion, bien entendu, et ça c'est le cœur, le nœud du problème, elles doivent être décidées et modifiées collectivement. Ce n'est pas des règles qui tombent du ciel, c'est le collectif lui-même qui fait émerger ses propres règles. Donc vous avez après toute une série de choses. La règle 6 est intéressante parce que c'est quelque chose que l'on retrouvera dans pas mal de cas d'études. Hein. Il faut que les mécanismes de résolution des conflits soient internalisés, soient relativement peu coûteux. C'est-à-dire que on n'est pas au pays des bisounours, hein. Même si les règles sont décidées par tout le monde et que tout le monde est à peu près d'accord, il faut des gens pour surveiller et surtout des sanctions. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas les règles, vous êtes sanctionné. Dans les montagnes marocaines, avant que ces économies soient complètement monétarisées, les sanctions qui étaient appliquées aux gens qui ne respectaient pas les règles collectives, par exemple autour de quelque chose qu'on appelle l'Agdal, je vous en parlerai rapidement tout à l'heure, eh ben, vu qu'ils ne pouvaient pas payer de façon monétaire, ils étaient obligés d'inviter tout le monde à manger au village. Donc il fallait qu'ils fassent un repas collectif pour l'ensemble des membres du village parce qu'ils avaient emmené leur troupeau pâturer à un endroit où il ne fallait pas, où ils avaient coupé un arbre qu'il ne fallait pas faire. Donc on voit comment ces sanctions peuvent être extrêmement diverses et variées. C'est relativement coûteux hein, de devoir nourrir tout un village dans des montagnes marocaines. Aujourd'hui, ça devient des sanctions monétaires, les choses sont parties de ce côté-là. J'en arrive à la notion de patrimoine.
Je suis désolé, je vais un petit peu vite, hein, mais j'ai déjà mangé énormément de mon temps. Beaucoup de choses ont été dites sur le patrimoine finalement avec ma collègue. Je vais aller assez rapidement. En gros, les économistes n'aiment pas trop cette notion de patrimoine. Pour vous le dire franchement, eux, ils parlent de capital. Donc au lieu de dire patrimoine naturel, ils vont dire capital naturel. Mais dans les phrases clés autour des questions de patrimoine, un capital, on le gère pour qu'il fructifie, pour qu'il augmente. Un patrimoine, on le gère pour qu'il soit transmis. Et ça, c'est la grande différence. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans une vision d'accumulation de la richesse, de rémunérer des gens avec des dividendes ou des salaires, c'est pas trop la question. Mais on est vraiment dans une logique de transmission et de transmission intergénérationnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. On préserve pour transmettre. Et c'est quelque chose aussi qui est construit socialement. Du côté des économistes, c'est Henri Olagnon, qui dans les années 70, qui est vraiment un des auteurs phares sur ces questions-là. Et lui, il bossait déjà sur l'eau à l'époque, il travaillait sur la pollution de la nappe phréatique d'Alsace. Et donc son idée, c'était de mettre les parties prenantes autour de la table pour dire comment on fait pour régler ce problème de pollution de la nappe d'Alsace. Et tout est parti de là. Donc il a proposé cette définition du patrimoine, hein, un ensemble d'éléments matériels, immatériels, centrés sur un titulaire, qui n'est pas forcément un individu, qui peut être une communauté. Et ces éléments concourent à maintenir, à développer l'identité, l'autonomie, dans un univers qui va être en constante évolution. Donc on voit des choses très intéressantes, on voit des choses qui raccrochent à la notion de développement durable, l'équité intergénérationnelle, la transmission dans le temps, etc. Et puis on voit des choses aussi qui renvoient un petit peu à la notion de résilience, c'est-à-dire un système est résilient s'il est capable de maintenir une forme d'intégrité par rapport à des perturbations extérieures ou intérieures. Et donc on retrouve un lien intéressant. Nous, on a écrit un petit peu des choses là-dessus, justement, où on essaie de mettre en perspective les notions de patrimoine et de résilience autour de la gestion forestière au Maroc. Le patrimoine, c'est une notion qui a beaucoup évolué. Au départ, c'était familial, hein, pater. Hein, on est dans un truc... on ne parle pas de matrimoine, hein, relativement rarement, vous remarquez. Ça se transmet par l'homme. Donc quelque chose qui était au départ familial, privé, la transmission d'un bien à l'intérieur d'une famille, voire nationale. Aujourd'hui, on parle à la fois de patrimoine local, on est redescendu à une échelle plus basse, et en même temps de patrimoine de l'humanité, patrimoine commun. Autrefois, essentiellement un patrimoine plutôt monumental, culturel, remarquable. Aujourd'hui, on a des choses du quotidien. Le patrimoine naturel, ça peut être 3 pouces d'herbe au milieu du bitume, en pleine ville, quelque chose de l'ordinaire. Et puis il y a aussi toute cette histoire de révélation du patrimoine. Il faut un regard extérieur. Quand des gens arrivent dans un village de Gon, au Mali, en disant « Ah, vous avez des jolies portes, hein », non, ça c'est des portes pour fermer notre grenier. Oui, mais elles seront super jolies. Et en fait, il y a toute une filière de vente de portes de Gon qui se crée et qui fait que, sans le regard de touristes extérieurs ou de gens plus ou moins bien intentionnés, qui arrivent dans un endroit donné, qui regardent, qui observent des objets de la vie quotidienne, ces objets, ils ne sont que des objets de la vie quotidienne pour les gens qui ne font que les utiliser. Par contre, pour le regard d'un extérieur, d'un touriste, etc., ça peut devenir un objet qu'on peut retrouver extrêmement cher dans les musées ou dans les salons privés, etc., etc. Un autre aspect important, c'est justement l'opposition de deux dynamiques de patrimonialisation. Il y a patrimoine et patrimonialisation, je vais rapidement revenir là-dessus. On distingue vraiment ce qui est endogène, c'est-à-dire ce qui vient des gens. Il y a des gens qui peuvent décider de patrimonialiser un certain nombre de choses, notamment des collectivités, des collectivités qui peuvent dire on protège une forêt, etc. Et puis une forme de patrimonialisation exogène, hein, qui tombe un petit peu du ciel, typiquement les réserves de Manam Biosphère de l'UNESCO, etc., qui sont les moins pires, je dirais, de ces formes de patrimonialisation exogène, parce que justement, Manam Biosphère, c'est l'idée d'associer l'homme et la biosphère et de remettre les acteurs au cœur des aires protégées, alors que pendant très longtemps, les aires protégées, c'était on exclut les humains. Et donc, ça veut bien dire que l'humain, surtout le pauvre africain, est l'ennemi de la nature. Par contre, le gars qui vient faire un safari et qui a le droit de tuer 3 éléphants, ça pose pas trop de problèmes. Donc on a cette vision un petit peu d'air protégé sous cloche qui exclut l'humain, avec une évolution justement avec les réserves Manam Biosphère de l'UNESCO, un zonage, etc., qui permet une cohabitation et surtout une prise de conscience que c'est pas en enlevant les humains d'un milieu qu'on protège la nature en fait. C'est justement si vous voulez avoir des gardes pour éviter que les éléphants soient braconnés. Les éléphants sont bien mieux gardés par les villageois parce qu'ils ont tellement peur que les éléphants bousillent leur récolte que par des gardes assermentés, plus ou moins payés, plus ou moins corrompus, etc. etc. Vous avez pas mal de littérature récemment justement sur ce côté néocolonialiste des aires protégées, notamment en Afrique.
Patrimonialisation patrimoine, donc il y a vraiment cette idée, enfin moi je travaille plus justement, il y a cette logique d'inventaire qui est une logique très importante, et ce qui est intéressant du point de vue des économistes et des gens avec qui je travaillais, c'est sur les processus, justement qui permettent à un groupe, collectivement, de réinvestir des ressources, parce qu'elles considèrent que ces ressources vont participer à la reproduction de l'identité de ce groupe. Donc ça c'est quelque chose de vraiment assez fort et qui renvoie à des choses qui sont mouvantes, il ne s'agit pas de faire des listes, de biens qu'on va patrimonialiser, qu'on va labelliser, qu'on va protéger plus ou moins efficacement. Mais il s'agit vraiment d'étudier un petit peu ce processus. Donc on va parler de groupe patrimonial et vraiment cette idée que derrière la notion de patrimoine, et c'est pour ça que c'est intéressant de la mettre en miroir avec celle de commun, vous avez une vision forcément collective et on va travailler justement sur tout le processus par lequel va s'opérer cette qualification de patrimoine. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va décider que tel espace, tel objet, telle ressource sera patrimonialisée ou ne le sera pas. Et il y a des choses qui évoluent. Donc il y a Valérie Boisvert, je crois que vous avez eu l'occasion de recevoir dans ce séminaire, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, qui était à l'université en Suisse. Donc je ne peux pas aller dans tous ces détails-là, mais il y a une grande pluralité de processus de patrimoine. La question des échelles est extrêmement importante. Les choses ne sont pas du tout les mêmes que vous parlez d'un patrimoine de l'humanité ou d'un patrimoine à une échelle locale. La question surtout de la reconnaissance aussi des patrimoines locaux à travers justement ces fameux territoires de vie. C'est pour ça que mon exposé s'intitulait aussi les territoires de vie, cette idée que des communautés locales ont des savoirs et sont capables de protéger des espaces parce que justement ils en sont extrêmement dépendants et qu'ils peuvent créer des ressources territoriales qui peuvent être transmises. On a aussi un rôle et une responsabilité, nous en tant que chercheurs, notamment quand on va sur le terrain, parce que parfois on vient modifier l'ordre établi, cette idée je crois que c'est en physique, dès qu'on observe quelque chose, on modifie ce qu'on observe, je crois, et ça a été établi depuis assez longtemps. Je voudrais vous donner un exemple justement de ces formes assez complexes d'appropriation des ressources qu'on trouve dans les montagnes du Maroc, autour de territoires, notamment de territoires irrigués. Vous avez ce processus qu'on appelle Agdal ou Agoudal. Au départ, vous avez des quartiers au Maroc. Si vous allez à Rabat ou à Marrakech, vous avez des quartiers qui s'appellent l'Agdal. L'Agdal, c'est un jardin fermé, du coup plus ou moins privatisé, qui appartenait aux rois ou aux puissants. Et c'est quelque chose qui était justement une sorte d'Éden, d'image paradisiaque, d'une ressource verte, verdoyante, extrêmement riche, qui apporte beaucoup de bienfaits. Dans les montagnes du Maroc, c'est un petit peu la même logique, mais c'est cette idée qu'on va protéger, à une période donnée de l'année, un espace, une forêt, un pâturage, par exemple au moment de la germination des fleurs, etc., au printemps. Et on va surtout s'assurer que les gens qui ont des droits d'accès à cette ressource vont pouvoir y accéder en même temps. Il n'y aura pas un qui va arriver en premier, qui va tout faire pâturer ces troupeaux là où l'espace est partagé. Et donc il y a vraiment à la fois un zonage et une gestion communautaire qui est extrêmement importante. Et cette notion d'Agdal, vous voyez qu'elle est porteuse justement d'imbrication de niveaux juridiques assez différents. C'est-à-dire que d'un côté, par exemple, contrairement à la France, les forêts au Maroc, c'est essentiellement des forêts étatiques. C'est la puissance publique qui gère les forêts, c'est un héritage colonial. En France, les 70-80% des forêts sont privées. Donc vous avez un domaine forestier sur lequel apparaît l'État, et puis des forêts qui sont gérées par les villageois, mais qui sont gérées officieusement par les villageois. Il n'y a aucune délégation officielle de droit. Et donc la mise en place de ces modalités de protection par les villageois vient un petit peu se heurter aux pratiques de l'État, qui, pour lui, interdit toute coupe d'arbres, alors qu'on est dans des régions où les gens n'ont pas de plan B pour se chauffer. C'est-à-dire que, là je ne vous parle pas de ce que ça doit être en ce moment avec l'augmentation du prix du gaz, mais c'est des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une bouteille de gaz pour se chauffer ou pour faire autre chose pour s'alimenter que de faire brûler du bois. Et ils vivent dans des régions où il fait 8 mois sur 12, 0 degré à peu près. Donc les conditions de vie sont extrêmement dures et il n'y a qu'une seule ressource disponible, c'est le bois. Donc ça renvoie à pas mal de difficultés. Et donc vous avez également toutes des problématiques autour des partages des systèmes irrigués qui sont un petit peu gérés de la même manière. L'Agdal, c'est vraiment cette idée, on préserve, on protège, on interdit l'accès et on veille à ce qu'au moment où on réouvre l'accès, tout le monde ait des chances équitables de partager et d'accéder à cette ressource. Par exemple, les noyers, qui sont des arbres importants dans ces villages du Maroc, parce qu'ils produisent des noix qui se vendent, c'est une culture de rente intéressante, on les met en Agdal pour pas qu'il y ait des gens qui commencent à les récolter et à les vendre sur le marché trop tôt. Donc ça permet à tout le monde de les récolter ensemble et d'amener sur le marché ensemble les noix pour pas qu'il y ait des effets de spéculation, de premier arrivant, etc., etc.
des belles photos, donc ces fameux pâturages préservés. On a publié des bouquins avec pas mal de contributions d'écologues où on a comparé justement la protection des zones ACDAL, des zones non ACDAL, etc. Et on se rend compte effectivement que c'est une protection extrêmement efficace qui garantit beaucoup de biodiversité, notamment floristique, et qui permet une gestion des pâturages et des troupeaux tout à fait importante. Là, à gauche, vous avez typiquement une forêt qui est maintenue et qui sert à protéger des canaux d'irrigation qui sont au contrebas. Donc vous voyez que quand la forêt n'est pas protégée, c'est la photo de droite, il n'y a plus rien. Ils ont arraché jusqu'aux racines. Et il y a une limite qui est la ligne de crête, et de l'autre côté, vous avez encore quelques arbres, certes un peu éloignés. On n'est pas dans des forêts denses, on est dans des zones où il ne pleut pas tant que ça. En tout cas, c'est assez variable. Et donc là où il y a de la forêt, c'est que c'est protégé par des zones non ACDAL. Donc on est autour des villages. Là, on a une vision surplombante, vous avez les villages en contrebas, et ça correspond un petit peu au schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, à gauche, vous avez un autre exemple de forêt protégée, donc vous voyez que tout autour, c'est complètement dénudé. Cette forêt a été maintenue parce que vous avez des ségias, ici des canaux d'irrigation, qui sont, s'il n'y a pas la forêt au-dessus, ils sont colmatés par les problèmes d'érosion des sols. J'en arrive à mes territoires de vie. C'est une catégorie qui a été défendue par une association, une ONG, justement. J'ai quasiment mangé tout mon temps. Je vais vous parler un tout petit peu de l'eau après. Ces territoires de vie, justement, on a fait une exposition, on a organisé une session thématique lors du congrès de l'Union internationale de la nature, organisé à Marseille en septembre 2021, où justement on a présenté les enjeux du pastoralisme autour de la Méditerranée et de ces espaces de vie très importants qui sont à la fois des espaces où on maintient de la diversité, où on maintient des traditions extrêmement fortes, également des savoirs de la relation à l'animal, etc. Et c'est très structurant. Donc on a fait une expo photo sur 4 pays, Maroc, Monténégro, Espagne et Turquie, où on raconte un petit peu la vie de ces éleveurs nomades et tous les savoirs qu'ils ont accumulés. Et puis il y a une expo en ligne à laquelle vous pouvez accéder facilement, qui est hébergée par l'Observatoire des sciences de l'univers Pythéas, auquel est rattaché mon labo. Et on avait publié un petit papier dans The Conversation, je pense que vous connaissez cette revue. C'était un truc en ligne de vulgarisation scientifique, où on a justement parlé de ces territoires de vie. Vous avez là un peu une diversité des choses autour de l'eau en Méditerranée. Vous avez ce qu'on appelle les mers de plastique. Donc ça, c'est le sud de l'Espagne. Donc vous avez des gens qui font aujourd'hui quasiment... Pardon, c'était mon temps. Quasiment la culture hors sol, qui dessale de l'eau de mer. On est sur du dessalement, il n'y a plus d'eau. Donc il n'y a plus d'eau potable, en tout cas, enfin plus d'eau bonne pour l'irrigation. Et donc il n'y a même plus de... Enfin voilà, vous voyez un peu ce que ça donne vu d'en haut, ce qu'on appelle des mers de plastique. Et ça, c'est ce qui fait ce qu'on retrouve dans nos supermarchés pour consommer des tomates en hiver, des fraises, des salades, etc., des haricots verts. J'en passe et des meilleurs. Sachant que les conditions sociales dans ces serres sont abominables, c'est des migrants qui travaillent sans papier, qui sont extrêmement maltraités. Vous avez pas mal de serres qui font du bio, donc ça n'empêche pas ces conditions sociales et écologiques déplorables d'avoir le label bio, parce qu'ils ne mettent pas trop d'intrants, ils mettent un peu de bouillie bordelaise, mais ils en mettent des telles quantités que ça devient un peu problématique. Et puis, les marchés sont là, donc les enjeux économiques sont extrêmement forts, c'est des régions qui ne vivent que de ça. Donc est-ce que c'est pertinent dans le sud de l'Espagne aujourd'hui de continuer à faire ça ? Pour nous nourrir, nous, et pour le fait qu'on ait envie de manger des bons haricots verts et des choses un petit peu hors saison. Donc tout ça devrait nous réinterroger sur nos liens à l'alimentation et ce qu'on en attend. Et puis vous avez des choses très patrimoniales. On a fait beaucoup de choses... les humains ont inventé des choses extraordinaires depuis très très longtemps autour de la Méditerranée pour amener l'eau et pour la maîtriser. Donc je voulais insister sur la diversité de cet espace méditerranéen. Je vais aller assez vite là-dessus. C'est une mer entourée de montagnes, et donc c'est ce lien justement entre l'eau et la montagne et les espaces de montagne est extrêmement important. En bas à gauche, ça ne se voit pas très bien, c'est l'ensemble des réserves de biosphère en Méditerranée, donc il y en a pas mal. En bas à droite, vous avez justement la différence entre l'utilisation des sols avec les différentes fonctions agricoles, et puis en haut, vous avez un petit peu la limite des grandes cultures méditerranéennes, à savoir essentiellement l'olivier et la vigne. Donc l'eau en Méditerranée, ce sont des ressources bien entendu extrêmement inégalement réparties dans le temps et dans l'espace, une forte variabilité, des pluies avec des événements extrêmes par définition, crues et sécheresses assez violents, des capacités d'adaptation des milieux et des populations autour de savoirs techniques, organisationnels, etc. très importants. En Tunisie, ça fait plus de 20 ans que vous n'avez plus
d'eau disponible naturellement. Vous avez l'eau des barrages qui est complètement mobilisée. Aujourd'hui, toutes les nouvelles ressources en eau que peut mobiliser la Tunisie pour satisfaire ses besoins économiques en lien avec la croissance démographique, ce sont des ressources non conventionnelles. C'est du retraitement des eaux usées traitées, c'est de la désalinisation, mais tout ce qui pouvait être mobilisé à la fois en termes d'eau de surface et d'eau souterraine l'a été fait, sauf dans l'extrême désert. Donc c'est pour ça que je vous parlais de territoire de vie aux limites, on commence à être dans le socle, dans le dur vraiment des problématiques. Et puis voilà des chiffres assez importants, 290 millions de Méditerranéens seront en pénurie d'eau à l'horizon 2050, ce sont les chiffres du Plan Bleu, qui est un organisme scientifique qui s'intéresse aux questions de la Méditerranée, et puis avec une forte problématique de littoralisation et d'urbanisation proche de la mer et d'un tourisme de masse. Donc on a des ressources en eau vulnérables, on a à peu près 3% des ressources en eau du monde pour 7% de l'humanité. Donc on voit d'emblée que ça bloque un petit peu, et puis surtout on retrouve 60% de la population mondiale considérée comme pauvre en eau. On a bien entendu une grande inégalité. Vous avez encore 20 millions de Méditerranéens qui n'ont pas accès à l'eau potable, sachant que dans des pays aujourd'hui du Maghreb, vous avez un taux d'accès à l'eau potable dans les villes qui est tout à fait comparable au nôtre. Par contre, en zone rurale, c'est compliqué. Et la grande difficulté, c'est l'assainissement. Là, vous avez un vrai gap, une vraie rupture. Sachant que nous, ça fait pas très longtemps qu'on s'y est mis. Ça fait depuis que l'Union européenne nous a un petit peu obligés à construire des stations d'épuration et à s'occuper sérieusement de ce problème de traitement des eaux usées. La démographie, c'est quand même quelque chose d'extrêmement lourd, même si il faut vraiment faire attention aux relations un peu incestueuses entre excès de population et dégradation de l'environnement. Une fois de plus, l'homme n'est pas forcément l'ennemi de la nature, au contraire, il y a beaucoup de choses qui se font en symbiose. Mais il se trouve que la Méditerranée, c'est un petit lac, comme disait un diplomate égyptien, où on est 500 millions autour de ce petit lac à y vivre. Donc il y a pas mal d'enjeux, et c'est sans doute la deuxième zone après le pôle Nord, où les calottes glaciaires, où les enjeux du changement climatique sont aussi importants, aussi rapides. Le réchauffement de la mer Méditerranée est à peu près 2 fois plus rapide que la moyenne du réchauffement des autres mers à l'échelle du globe. Donc on a un doublement de la population qui s'est effectué entre les années 60 et 2020. Et puis surtout un changement dans la nature de la population, c'est-à-dire que l'épicentre démographique s'est déplacé en gros de l'Europe occidentale à la partie sud-sud-est de la Méditerranée, et puis surtout avec un grand déséquilibre générationnel, à savoir que on a des pays aujourd'hui plutôt européens du Nord avec une population plutôt âgée, une population jeune plutôt réduite, et c'est tout à fait l'inverse dans les pays du Sud et dans les pays de l'Est de la Méditerranée, avec des enjeux extrêmement forts d'éducation, d'accès à l'emploi, d'avenir de cette jeunesse. C'est pas tout à fait la même chose si vous naissez dans un quartier d'Alger ou si vous naissez dans une ville française ou une ville européenne. Et puis, une fois de plus, cette concentration de l'urbanisation sur le littoral, ça c'est quelque chose de tout à fait important qui vient changer la donne et qui provoque pas mal de difficultés, sachant qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, c'était les arrière-pays qui étaient dominants. Les zones de plaine proches de la mer, c'était les zones où il y avait le palu, c'était les zones où vous aviez les barbaresques et les autres qui venaient vous tomber dessus à tous les coins de rue. Donc c'était insécurité physique et insécurité en termes de santé. Donc avant, le pouvoir central était plutôt dans les arrière-pays, dans les montagnes, les littoraux étaient abandonnés. Cette dynamique s'est inversée, et peut-être qu'avec le changement climatique et l'augmentation des niveaux de la mer, on va réassister à un nouveau mouvement de balancier où les gens peut-être vont un peu remonter à l'intérieur des terres et revenir dans les montagnes. Je ne vous parle pas de tous les néo-ruraux qui quittent la ville pour essayer de changer de mode de vie. Et puis le confinement du Covid aussi a montré que les villes étaient un petit peu dures à vivre dans certaines situations. Des écosystèmes extrêmement dégradés, la pollution des cours d'eau, j'insiste pas là-dessus, beaucoup de sources de pollution à la fois chimiques mais également liées à l'agriculture, etc. En gros, dès qu'il y a des grands bassins agricoles, il y a de la pollution. Le Rhône, autour de Barcelone, le Pô, etc. Le Nil, bien entendu, et quelques grands fleuves en Algérie. Et puis, un truc abominable dont on ne sait pas trop quoi faire, qui est la pollution par les plastiques. Donc soit on arrête d'en produire, soit on finira par manger des poissons en plastique dans pas très longtemps. C'est déjà le cas. Vous en avez à peu près dans toute la chaîne trophique du plastique. Et on en déverse des quantités complètement faramineuses et il n'y a rien qui arrête ce processus pour l'instant. Les grands drivers, les grands leviers du changement environnemental en Méditerranée, vous avez un rapport intéressant assez récent, 2020, qui a été produit et qui fait une synthèse de tous ces enjeux du changement climatique autour de la Méditerranée. Donc vous avez un peu ici les grandes perspectives.
une augmentation de la température de la mer, je vous le dis, à peu près 2 fois plus rapide que la moyenne, des problèmes d'espèces invasives qui arrivent par le canal de Suez, par le détroit de Gibraltar, qui viennent complètement modifier les écosystèmes, qui sont parfois même dans les soutes des bateaux liés à la mondialisation, des problèmes de montée de niveau de la mer, des problèmes de changement de la température, avec des températures assez fortes qui peuvent poser quand même pas mal de difficultés. Des problèmes de pollution, pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution des milieux, fragmentation des milieux, et puis des problèmes aussi liés à la dégradation des sols qui sont extrêmement importants et à la surpêche. Des impacts sur la santé, mortalité, amplification des vagues de sécheresse, problèmes respiratoires, etc., etc. Donc un impact important avec des maladies qu'on avait cru disparues et qui reviennent, des virus, chikungunya et compagnie. Et puis plus vous êtes vulnérable, plus vous êtes pauvre, plus vous êtes âgé, plus votre vulnérabilité et vos risques sont importants. Le lien avec l'eau, donc il y a ce qu'on appelle un nexus, une sorte de nœud gorgien avec d'un côté l'eau, la nourriture et l'énergie. Tout ça s'articule et il est difficile d'aborder une problématique sans aborder les autres. Donc qu'est-ce qui se passe en termes de changement climatique aujourd'hui, une modification justement des quantités d'eau disponibles, sachant que déjà l'essentiel de l'eau renouvelable est dans le nord, sur la rive nord. Moins de pluie en moyenne, mais avec des événements extrêmes le plus importants. Et toute une série de conséquences importantes sur la productivité, notamment des céréales, la productivité alimentaire. Vous avez entendu peut-être parler aussi d'une maladie qui touche les oliviers, qui est liée au commerce international, qui se répand. Et puis le fait que la réponse qu'apportent les États à travers les politiques publiques et la réponse technique qu'ont les agriculteurs, c'est d'augmenter l'irrigation avec des solutions qui peuvent paraître bonnes, comme le goutte à goutte, mais tous les travaux qu'on a menés sur le goutte à goutte montre plusieurs choses. D'abord, ce n'est pas adapté à toutes les qualités d'eau. Le goutte à goutte, ça vous amène, si votre eau est un peu chargée, un peu salée, vous allez, du fait que l'eau est concentrée sur un point précis de la plante, vous allez mettre toute la concentration de sel au pied de cette plante et en gros, vous allez la flinguer. Donc il faut de l'eau de bonne qualité. L'autre problématique, c'est qu'effectivement, quand ça permet de limiter la quantité d'eau utilisée au niveau d'une parcelle, qu'est-ce que font les gens ? Ils mettent une nouvelle parcelle en culture. Donc si vous avez des outils technologiques qui permettent de consommer moins d'eau, en fait, in fine, ça se traduit par une extension de la surface irriguée. Et donc au final, le bénéfice global pour la ressource est extrêmement limité. Donc on est vraiment dans des choses complexes, extrêmement complexes, et je vais peut-être m'arrêter là. J'avais pas mal d'autres choses à vous présenter, mais je crois que ça va être un peu long, et je crois que ce serait bien qu'on ait un temps de discussion déjà sur la base de tous les éléments que j'ai pu partager avec vous. Je vous remercie pour votre attention.